Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, c'est la philanthropie de l'ouvrier charpentier. Donc, philanthropie aujourd'hui autour d'un personnage assez important qui s'appelle Jules Durand. Donc, je propose qu'on change de nom de l'émission, qu'on appelle ça les chroniques syndicales. D'autant plus que c'est une copine des chroniques syndicales qui vient faire la technique. Donc, je me demande si je me suis pas trompé d'horaire et d'émission. Mais on va peut-être le traiter différemment. Donc, ça s'appelle Jules Durand, un crime social et judiciaire, et c'est aux éditions L'Harmattan. Donc, j'ai un des coordonnateurs de ce livre, Jean-Pierre Castelin, qui va donc nous en parler un petit peu. Et puis, moi, j'aimerais bien savoir, c'est un truc universitaire. Depuis quand l'université, elle s'occupe du syndicalisme comme ça ? Je suis étonné parce que on n'a jamais vu vraiment les universitaires être les plus grands syndicalistes de la planète. Bonjour. Non, c'est quelque chose de très, très étonnant. Très surprenant, c'est une première à mon avis dans une université française. L'histoire, c'est pas franchement entièrement, c'est pas complètement un livre universitaire, parce que si on regarde les auteurs, des syndicalistes, la petite fille de Jules Durand, des écrivains, il y a des universitaires, mais peut-être la moitié. L'histoire, c'est moi, je suis ethnologue, je connais Le Havre depuis quelques dizaines d'années. C'est en arrivant au Havre que j'ai rencontré Jules Durand, enfin, si on peut parler comme ça. Par le boulevard, non ? Par le boulevard, au Havre, le boulevard Jules Durand, on demande à des Havrais qui est Jules Durand, on va nous répondre c'est un boulevard. Et derrière le boulevard, qu'y a-t-il ? Les plus instruits nous diront une pièce de Salacrou. Et derrière Salacrou, alors là... Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, il n'y a plus grand monde, sauf une mémoire constante transmise par les syndicats et les dockers en particulier qui, chaque année, se réunissent autour de la tombe de Jules Durand. Donc, pour revenir à ta question, donc moi je suis un peu franc-tireur du point de vue disciplinaire, institutionnel. Je connais John Barman qui prof d'histoire à l'université, et nous nous sommes rencontrés sur des intérêts communs, la mémoire, question de mémoire ouvrière, mémoire du Havre, qui était essentiellement une mémoire ouvrière, la mémoire du port, qui est très marginalisée dans une espèce de mémoire collective, et mémoire des dockers en particulier. Et très vite, nous avons décidé de faire quelque chose ensemble sur Jules Durand. Alors lui, comme universitaire, moi, au titre de l'association des Amis de Jules Durand, c'est une association qui est née, qu'on a créée à quelques-uns il y a 3 ans à peu près, pour justement essayer de réunir les gens qui sont sensibilisés à cette cause, avec un objectif, la réhabilitation de Jules Durand. C'est-à-dire une véritable réhabilitation. Sur le papier, formellement, il a été réhabilité en 1918. Il n'a même pas su qu'il était réhabilité. Mais, disons, sur la place publique, il n'y a pas de réhabilitation sociale publique, il n'y a pas de réhabilitation comme Dreyfus en a une dans la cour des Invalides, de l'école militaire, pardon. On reviendra peut-être sur cette comparaison qui revient très souvent entre Dreyfus et Durand. Donc, l'université, John Barman, les Amis de Jules Durand, moi, on s'est dit, on fait quelque chose. Alors, ce quelque chose, ça a été de réunir, il y a 2 ans, en novembre 2013, tous les gens qui étaient susceptibles, tous les gens qui étaient intéressés, évidemment, par Jules Durand, et qui étaient susceptibles d'amener des éléments, d'amener une réflexion, d'amener une information pour aller plus loin. Et quand je dis aller plus loin, pour la simple raison que Jules Durand, on n'en sait quasiment rien. Jules Durand, on l'enferme dans des mots, c'est un martyr de la classe ouvrière, ce qui est vrai. Puis derrière, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit d'autre ? Il y a quelques clichés sur lui, qu'il est anarchiste. Ça, c'est une image très ancrée au Havre, mais ancrée comme une vérité. Il y a une maison sur un des quais, une maison où on va jusqu'à dire qu'il y est né. Il y a une plaque. En fait, ça c'est l'intérêt local.
Il n'a vécu que quelques mois dans cette maison et il s'y est fait arrêter. Mais c'est pour dire que des choses faciles à trouver sur l'histoire de Durand, dans les archives, l'état civil, les recensements, même ça, on ne les a pas cherchés. Alors que c'est très, très facile. Oui, on a utilisé une icône, c'est tout. On utilise une icône, on ne veut surtout pas y toucher. Pourquoi ne veut-on pas y toucher? Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir ce qu'il y a derrière cette icône. Et je pense que l'histoire serait très riche. Donc, on a fait cette réunion, ce colloque, qui était une première pour l'université, effectivement, puisque ce n'était pas un colloque universitaire. Les intervenants que l'on retrouve dans le livre, le syndicat des dockers. Les dockers étaient massivement présents dans l'amphithéâtre, ce qui n'est quand même pas usuel dans une université, et même à l'université du Havre. D'autres syndicalistes, des écrivains, la famille, les descendants de Jules Durand, quelques électrons libres comme moi. Et tout le monde a joué le jeu, ce qui est très important symboliquement. Les dockers avaient, on l'a eu pendant les 2 jours de la rencontre, le drapeau syndical des charbonniers de l'époque de Durand. Oui, d'ailleurs, on voit des photos, parce que c'est ce que je disais, c'est un bouquin qui est édité chez L'Harmattan, et il y a eu un effort de fait évident, entre autres au niveau iconographie, couleur ou des choses dans ce genre-là. Absolument. Ça, de ce point de vue-là, je dois saluer Joël Chassin, de L'Harmattan, qui fait un travail remarquable. Enfin, on a constamment travaillé ensemble depuis le jour où elle m'a dit « Bon, moi, je cherchais un éditeur. » Je lui en parle. Bon, je les connaissais, je lui en parle. Elle m'a dit « Je prends. » Et à partir de ce jour-là, ça a été une collaboration très, très étroite et très, très efficace, puisque le résultat est un beau livre. Enfin, beau, pas forcément au sens des livres cadeaux pour Noël, puisque nous sommes dans la saison, mais un livre, je pense, agréable à lire, très illustré, et illustré pas pour le plaisir de mettre des images, puisque mon idée est aboutie à ce jour. Non, j'ai retrouvé une autre photo depuis. L'idée, c'était de réunir tous les documents existants sur Jules Durand. Et il y en a très peu. Et il y en a très peu. De lui, on trouve 2 photos. Celle qui apparaît partout. Voilà, qui apparaissent partout. Une photo que l'on dit avant, enfin que la tradition, l'habitude, la photo avant, la photo après. Avant, alors avant l'arrestation, avant la condamnation à mort, avant l'internement en psychiatrie, et puis la photo après, qui est une photo qui a été prise à Sainte-Anne, à l'hôpital psy, puisque hospitalisé à l'hôpital départemental de Seine-Maritime, près de Rouen, il avait été envoyé en observation pendant 1 an, l'objectif étant de démontrer qu'il était simulateur. C'est-à-dire que même après sa réhabilitation, il y a eu l'acharnement de ses accusateurs, c'est-à-dire fondamentalement à l'origine des armateurs du Havre, et plus particulièrement la fameuse Transat, c'est-à-dire la Compagnie Générale Transatlantique, qui... je pense que c'est... Enfin là, je parle un peu librement, par association. Je pense que le fait qu'il ait été poursuivi, que ce soit la Compagnie Générale Transatlantique, qui est une prestigieuse compagnie au Havre, c'est les derniers, ce sont les paquebots transatlantiques. Le dernier, c'est le France, toute la mythologie du France. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose de difficilement pensable que cette prestigieuse compagnie, qui est la gloire, qui est l'honneur du Havre, on peut employer plein de mots utilisés, que cette prestigieuse compagnie ait été capable d'une entreprise meurtrière. Oui, derrière le prestigieux, il y a rarement des très belles choses. Absolument. Ben là, c'est un parfait exemple de la face cachée de la Transat. Donc ces photos, ces 2 photos de Durand, avant, après, que l'on ne peut pas... Bon, celle après, vu sa tenue, on sait, c'est facile, c'est Sainte-Anne. C'est même pas l'HP de Sotteville, Saint-Étienne-du-Rouvray où il était, c'est vraiment Sainte-Anne. Celle avant, qui est sur la couverture du livre, qui est dans le livre, bon, beaucoup disent c'est sa tenue de mariage. Bon, il s'est marié à 20 ans,
il n'a pas vraiment la tête de 20 ans. Là, c'est effectivement, et là, on peut dire qu'il a à peu près la trentaine, ou pas loin. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus près de son arrestation que de son mariage. Mais on n'en sait pas plus. Et une photo relativement célèbre, mais en deuxième position, c'est la photo parue dans l'Humanité, le journal de Jaurès, le 16 février 1911, c'est-à-dire on le voit sortir de prison. Et une quatrième photo, que l'on reproduit également, qui est une photo du congrès de l'Union locale des syndicats 1909, où, selon la tradition de certains dockers, il est représenté. Mais ça, c'est peu public. Enfin, dans le livre, c'est la première fois que l'on dit publiquement, voilà, selon la tradition, ici se trouve Jules Durand. Alors, je te propose qu'on resitue un peu. Alors, on va dire juste 2 mots sur Jules Durand. Bon, Jules Durand, c'est un syndicaliste, il y a une grève, il va être condamné, il va y avoir un acharnement, on va s'apercevoir que c'est comme une grosse manipulation. Et il mourra dans la folie. Voilà, c'est vite fait le schéma. Mais ce qui est quand même assez intéressant, c'est de voir un peu ce que ça représentait les dockers à l'époque. Parce que là, je suis étonné quand tu dis on parle des dockers du Havre ou des choses des gens comme cela. Parce que à cette époque-là, les dockers, c'est énorme. Le Havre, c'est quand même un grand port. Donc, c'était quoi les dockers ? C'était un monde fou. C'est ce qui faisait vivre la ville pratiquement. Absolument. On est en 1910 à peu près. On est en 1910, c'est-à-dire que là, on est à la naissance, ce sont les années, depuis la fin du 19e siècle, ce sont les années de croissance, de développement du port moderne. Donc toute l'économie havraise, et au-delà, puisque c'est là qu'entrent les marchandises pour alimenter la France et éventuellement au-delà, toute l'économie havraise repose sur le port. Et donc, nécessairement, sur les travailleurs du port, mais qui sont très nombreux et qui, à cette époque, ne sont pas encore réunifiés comme ils le sont maintenant. Maintenant, il y a le syndicat des dockers, il y a les dockers regroupés pendant très longtemps au sein d'un syndicat unique. Bon, maintenant, il n'est plus nécessairement unique. Enfin, au Havre, il est quasi unique. Quand on dit le syndicat des dockers, c'est le syndicat CGT, où quasiment tous les dockers sont. À partir de 1947, en gros. Mais en 1910, les corporations, les métiers sont extrêmement diversifiés. Il y a des dockers, c'est-à-dire des gens qui ont le nom de dockers, qui sont réunis dans un syndicat de dockers, qui ont fait une grève victorieuse en 1910. Je reviendrai probablement là-dessus tout à l'heure. Puisque cette grève victorieuse c'est ce qui va amener quand même. A impulsé, enfin a donné idée aux charbonniers de se lancer dans leur propre grève. Je cite les charbonniers. C'est-à-dire, entre les dockers et les charbonniers, c'est dans le vocabulaire de l'époque, y compris de certains anarchistes de l'époque, c'est la lie du port, des alcooliques, des ivrognes. Bon, dans un vocabulaire plus moderne, plus contemporain, on dirait que ce sont des précaires, des vagabonds. Et effectivement, très nombreux charbonniers étaient SDF. Ils vivaient en famille, sous les tentes. Les tentes, dans le vocabulaire portuaire, sont les hangars. Ils vivaient sous les tentes, dans des wagons, etc. Donc, entre un métier que l'on peut considérer comme l'élite, avec beaucoup de guillemets, et les parias, les charbonniers. Alors ils faisaient quoi les charbonniers ? Alors les charbonniers, dans cette période d'expansion, le charbon est fondamental, puisque le charbon, qui en gros venait de Cardiff. Oui, c'est ça, c'est pas d'entrée. Voilà. Le charbon est importé et le charbon sert à ravitailler les navires transatlantiques. Les cargos pour le commerce, effectivement, et sert à ravitailler aussi la ville, puisque toute l'industrie, l'électricité, il commence à y avoir des grues électriques sur les quais, mais globalement, l'industrie marche au charbon, si on peut se permettre ce raccourci.
Ce qui veut dire que le charbon est absolument fondamental dans l'économie de la ville et dans l'économie du port. Et les charbonniers, je disais, ce sont les moins que rien. Parias, vacabonds, précaires, donc méprisés par tout le monde, y compris par certaines autres corporations de travailleurs portuaires. Et Jules Durand était, du très peu que l'on connaisse de lui, il travaillait aux docks et entrepôts. Il était sellier bourrelier. Donc on peut imaginer qu'il s'occupait des attelages, puisque la force motrice, c'était quand même les chevaux, attelages, hein, oui, les chevaux. On sait que les docks et entrepôts, c'était une société de docks et d'entrepôts, une des plus importantes du Havre. On sait qu'il en a été viré en 1908 pour activité syndicale, puisqu'il était trésorier du syndicat des docks et entrepôts. Il est viré en 1908. C'est quelqu'un qui se différenciait de beaucoup d'autres, puisque c'est quelqu'un qui, semble-t-il, était à la Ligue des droits de l'homme, qui s'était créé peu de temps, enfin quelques années auparavant pour Dreyfus. Il donnait des conférences à l'Université populaire. J'ai trouvé des traces de conférences faites par lui sur les méfaits de l'alcoolisme. Donc quelqu'un qui avait une personnalité, des activités qui se démarquaient de l'ensemble de cette masse d'alcooliques, comme disaient certains. Oui, on va revenir justement sur cette histoire d'alcool, c'est assez intéressant parce que le patronat versait une somme pour l'alcool. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y avait un petit pourcentage où c'était des bons pour pouvoir aller boire au troquet. Voilà. C'est assez intéressant. Et après, c'est assez intéressant de voir qu'en effet, Jules Durand, lui, était contre l'alcool et tout, mais ça avait aussi un sens politique. C'était pas simplement un point ponctuel de morale. Ça avait vraiment un sens politique. Absolument. Bon, ça, on pourrait parler très longuement, il faudrait plusieurs émissions sur l'activité anti-alcoolique des ouvriers à cette époque, ou de certains ouvriers de la Fédération ouvrière anti-alcoolique. Bon, là, c'est une question très importante que tu dis. À l'époque, et ça a duré jusque dans les années 1920, c'est-à-dire que ça a duré très longtemps. Les travailleurs du port, donc les dockers au sens large, les charbonniers, les travailleurs du port étaient payés. Bon, c'est des gens qui travaillaient à la vacation. C'est-à-dire qu'ils pouvaient travailler 2 fois par jour, parce que les vacations en gros, là je schématise encore pour aller vite, des vacations de 4 à 6 heures, quelque chose comme ça. Donc en cas de plein emploi, ce qui n'était pas fréquent, 2 vacations par jour, voire même la nuit pour ceux qui pouvaient encore. Et les travailleurs du port étaient payés, non pas en argent liquide, très mauvais jeu de mots, désolé, ils étaient payés au moyen de jetons. Et ces jetons, donc en général des jetons métalliques, parfois des petits coupons en papier, mais enfin surtout des petits jetons, comme des petites pièces métalliques, que les dockers étaient obligés d'aller échanger dans les bistrots. C'est-à-dire que des bistrotiers du port faisaient office de banquier. Alors évidemment, le bistrotier prélevait son impôt, sa commission, on emploie le mot qu'on veut, c'est-à-dire... On pourrait dire son racket. Son racket, c'est-à-dire consommation obligatoire. Bon, l'organisation du travail est telle dans les ports, chez les dockers. L'organisation du travail, c'est la bordée, c'est l'équipe. C'est-à-dire un docker seul, ça n'existe pas. Oui, c'est le groupe. Un groupe, une dizaine, une quinzaine, en fonction de dockers, en fonction de la tâche à accomplir. Donc, ce sont des gens qui, souvent, pratiquaient la tournée. Donc, on imagine ce qui restait si chacun offrait sa tournée. Donc, effectivement, ce racket faisait que pour recevoir leur paye, pour toucher leur salaire, les dockers, les charbonniers étaient obligés de passer par une consommation d'alcool.
Dans un contexte aussi, avant la guerre de 14, dans un contexte plus global, où le vin, la bière étaient des boissons hygiéniques, enfin selon l'appellation de l'époque. C'est-à-dire que boire de l'eau, ça n'existait pas. Bon, l'eau commune, des robinets, des fontaines, de toute façon, le Havre est construit sur des marais, enfin bon. Oui, c'était pas buvable. C'était la meilleure manière d'être malade. Donc déjà qu'il n'y avait pas beaucoup le choix, la consommation normale, si on peut parler comme ça encore, c'était du cidre, de la bière, du vin. Mais là, bon, les bistrotiers imposaient des boissons beaucoup plus, j'ai failli dire dégueulasses, donc je le dis, mauvais rhum, mauvais cognac, une boisson havraise très connue sur le port, enfin une boisson du port, c'est le petit sou, c'est du café. Bon, qui a été réchauffé pendant des heures, là, qui reste, avec du cognac, du rhum, enfin bon, là, ce qui est disponible. Donc, Durand a lutté contre cette pratique. Il y a eu des grèves avant Durand, après Durand contre cette pratique, et le patronat, en l'occurrence les armateurs, étaient tellement sûrs d'eux. Il y a même eu un vote à l'Assemblée nationale. Et les armateurs passaient outre et ont continué à pratiquer, avec un argument extrêmement cynique que j'ai lu dans un de leurs courriers, c'est que les travailleurs, les dockers, sont tellement peu payés que la Banque de France n'est pas capable de fournir la monnaie nécessaire. Donc les armateurs voudraient bien payer normalement. C'est de la faute à la Banque de France qui fournit pas la ferraille, quoi. Non, mais c'est pour ça que je disais que c'était vrai que lutter contre l'alcool, ça avait un sens politique très important. Absolument. Parce que c'était lutter contre l'abrutissement posé par le patronat. Absolument. Et là, de ce point de vue-là, Durand était très, très clair, comme en effet de miroir, les propos de certains journalistes rendant compte du procès d'assises dans un des journaux locaux, je ne sais plus lequel, mais enfin bon. En général, la presse havraise n'était pas très, très favorable à Durand et aux syndicalistes. Bon, donc un de ces journalistes, pendant la rencontre du procès, écrit que Jules Durand répond de sa voix molle de buveur d'eau. Il faut le faire. Oui, non, c'est vraiment important. Voilà. Et après le procès, donc après la condamnation à mort de Durand, d'autres condamnés au bagne, on en reparlera, je suppose, il y a eu un lecteur, courageusement anonyme, si j'ai bonne mémoire, qui envoie une lettre à la presse havraise, où au moins les choses sont claires, enfin, au cas où quelqu'un n'aurait pas compris, vaut mieux des dockers complètement bourrés que des dockers buveurs d'eau. Parce que celui qui est bourré, il fait ce qu'on lui dit. Le buveur d'eau, il ne boit pas d'alcool, mais il parle. Il parle comme porte-parole du groupe. Et s'il parle, c'est pour revendiquer. Mais cela dit, quand on voit ce qui se passait dans les tranchées peu de temps après, absolument, où on s'en prenait un coup simplement pour monter la charge, parce que si on ne buvait pas, on ne montait pas la charge. Je veux dire, on a quand même une gestion très, je veux dire, entre guillemets, patronale de l'alcool. On l'a vu dans d'autres métiers, on a vu dans les mines directement ou dans d'autres professions et métiers très très durs. C'est la façon de faire passer la pilule. Absolument, et ça c'est une façon parfaitement organisée et cyniquement organisée. Bon, l'exemple des jetons échangés dans les bistrots. Donc c'est une des rares choses précises que l'on sache sur Jules Durand, qu'il était militant, puisque bon, j'ai trouvé des traces, des références à ces conférences. Donc il est licencié en 1908. On sait, bon, qu'il donne des conférences, tout ça, bon, c'est quelqu'un qui pourrait avoir un boulot de gratte-papier facile. Je dis ça puisqu'on sait que certains employeurs ont essayé, lui ont proposé, pour le faire taire, pour le calmer, lui ont proposé des emplois de bureau. Il a refusé. Et on retrouve sa trace en juillet 1910, on le retrouve comme secrétaire du syndicat des charbonniers. C'est-à-dire que lui, à qui le patronat
proposer des plans pour le faire taire. Il choisit de devenir charbonnier, c'est-à-dire d'adhérer à la profession la plus rejetée. Et d'emblée, il reconstitue, d'emblée, il choisit d'en être le porte-parole. Et donc fin juillet 1910, il reconstitue le syndicat des charbonniers, puisque le syndicat est créé à la fin du 19e siècle, était devenu complètement moribond, et en fait était un syndicat, était plus une mutuelle, une association corporatiste. Il reconstitue le syndicat, qui adhère à l'union locale, donc à la CGT, 1910, dans la foulée de la charte d'Amiens, le syndicalisme révolutionnaire. Il devient charbonnier et il est confronté à un gros problème créé par une grosse provocation créée par la Compagnie Générale Transatlantique, qui introduit un engin qui s'appelait le Tankerville. Je te propose une chose. Oui. On se met une petite pause musicale, parce que là, c'est le début. C'est le début. Voilà. Donc, je te propose qu'on se passe une petite pause musicale. D'accord. Et justement, on va revenir un peu sur ce moment de la transformation et donc du conflit. Pour nous joindre, le 01 43 71 89 40. Radio Libertaire. La radio de la Fédération anarchiste, c'est donc bien la philanthropie. Et donc on continue toujours autour de l'affaire Jules Durand, puisque ça a eu quand même un retentissement assez important, à partir d'un livre qui vient d'être édité chez l'Harmattan, qui sont les textes d'un colloque qui a eu lieu au Havre en 2013, je crois, et entre autres coordonné par Jean-Pierre Castellin, qui est avec nous justement pour nous en parler. Donc on vient de faire un petit tour de ce que c'était un peu le Havre, et puis essayer de trouver d'où vient ce Jules Durand, parce que c'est vrai qu'il vient, il apparaît, c'est assez étonnant. Donc là, ça y est, on va partir quand même sur 1910, c'est juillet, et là, il se passe un certain nombre de choses. D'abord, une première grève, et une première grève qu'on peut relier en effet à une grève de revendication sur des conditions de travail, quoi. Je veux dire, alors comment elle a démarré? Parce que là, tu commençais à parler d'un élément très très important, c'est quand même les changements imposés par les compagnies sur le travail. C'est-à-dire que d'un travail complètement manuel, parce que c'était assez... c'est pas difficile, on regarde des films, il y a eu quand même pas mal et de films et de bandes d'actualité dessus, avec des gens qui avaient des espèces de grands paniers derrière, avec le bandeau qui tenait et qui portait le charbon, quoi. Donc, elle est due à quoi, cette grève? Parce que il y a un changement important, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, les charbonniers, c'est les moins que rien, là encore, citation, mais en même temps, ceux sur qui repose toute l'économie. Puisque c'est les petites mains, c'est les fourmis. Les fourmis, sans lesquelles les transatlantiques ne peuvent plus aller à New York ou au bout du monde, sans lesquelles les usines ne fonctionnent pas, etc. Oui, et la population ne se chauffe pas, etc. Il ne faut pas oublier que c'est de la houille. Et qu'à l'époque, c'est le charbon. Le pétrole apparaît un petit peu, mais... Il a apparu, mais de façon très marginale. Voilà. Il en est à ses débuts. Donc c'est vraiment bien le charbon, sachant qu'en plus, il y a une espèce de concurrence entre le charbon qui arrive de l'intérieur du pays et celui qui arrive de Cardiff, quoi, en gros. Et en plus, ce qui complexifie la chose. Donc en fin juillet 1910, c'est du genre 20 juillet, j'ai pas le jour précis en tête, 27 juillet, Jules Durand reconstitue, avec d'autres syndicalistes, le syndicat des charbonniers. Et c'est là qu'apparaît à ce moment un gros problème avec un des principaux armateurs, le principal de la place du Havre, la Compagnie Générale Transatlantique, qui introduit un ponton, je ne vais pas me lancer dans des explications techniques, c'est un ponton avec des systèmes d'élévation, d'aspiration, etc., qui permet de décharger le charbon importé et de charger les transatlantiques. Pour dire les choses plus simplement, cet engin, connu au Havre sous le nom de le Tankerville, cet engin est capable de faire le travail de 150 charbonniers.
Donc, facteur de chômage, inévitablement, pour des gens qui sont très, très mal payés. Ils sont très peu payés, et en plus... ils vont plus l'être du tout. Exactement. Alors, c'est assez intéressant, justement, parce que je trouve qu'il y a un article qui est assez bien fait, justement, sur la connaissance du matériel et l'évolution du matériel, qui permet vraiment de comprendre comment c'est cette recherche de rentabilité à outrance qui a vraiment cassé, puisque on faisait à la main, puis après on trouve une technique pour faire mécaniquement, mais d'un côté du bateau, alors on met un ponton de l'autre côté, et on arrive au Tankerville, qui est quand même là la plus grosse révolution. Qui est la plus grosse révolution. Alors à l'époque, ça fait un choc terrible dans le milieu sur le port. Les charbonniers se mettent en grève, ou veulent se mettre en grève, et les responsables de l'union locale, des syndicats, leur expliquent que si eux se mettent en grève face au Tankerville, ils vont tout perdre. Donc qu'ils ne soient pas contre la modernité. Qu'ils acceptent la modernité, mais qu'ils en tirent, qu'ils en profitent un peu. Qu'ils en profitent, c'est-à-dire augmentation de salaire. Donc ils obtiennent que le Tankerville ne sera employé qu'en période de nécessité. Tous les charbonniers sont en boulot, il y a encore du travail, donc les employeurs, la Transat utilise le Tankerville. Donc les armateurs donnent leur accord. Et en août, alors que le travail est normal, avec toutes les guillemets que l'on peut mettre, les charbonniers partent un temps de pause, ils reviennent et ils voient le Tankerville à l'œuvre. C'est-à-dire que la Transat, c'est la première provocation de la Transat, qui, alors qu'il n'y avait pas de nécessité, utilise cet engin. Donc, immédiatement, arrêt du travail, grève, durcissement de part et d'autre. La Transat refuse la négociation, impose ses conditions, qui sont parfaitement banales, on a l'habitude. Les armateurs discuteront si les charbonniers reprennent le travail. Bon. Donc, cette grève lancée par le syndicat, donc lancée par Jules Durand, très confiant, puisque nous sommes dans un contexte où les grèves sont très nombreuses partout en France. La répression des grèves est banale à l'époque. Peu de temps avant, Clémenceau faisait tirer sur les grévistes, les responsables syndicaux en prison, c'est banal à l'époque, enfin c'est malheureux d'employer le terme, mais d'une certaine manière, c'est ça. Donc il y avait eu des grèves au Havre, et là, au début de l'été, les dockers venaient de remporter une grève victorieuse. Donc Jules Durand se dit, dans la foulée de cette grève victorieuse, nous aussi, les charbonniers se mettent en grève. Et les revendications de Durand des charbonniers sont très modernes. C'est une augmentation de salaire. Oui, c'est ça. C'est le premier point, la révision des salaires. Mais c'est aussi l'installation de douches sur le port, ce qui était quand même pas fréquent. Avec le charbon, c'est quand même... C'est évident, c'est normal. Mais à l'époque, ce genre de revendication n'existait pas. Et ce que je trouve encore plus important dans les revendications de Jules Durand, c'est l'abolition du fourneau économique. Le fourneau économique, c'est, on pourrait appeler ça, avec d'autres mots plus fréquents, la soupe populaire. C'est-à-dire que c'est là que tout s'est déclassé, les charbonniers, beaucoup de charbonniers, venaient se nourrir. Alors, pour Durand, ce fourneau économique, c'est une charité humiliante. Et en plus, il faut savoir que ce fourneau économique était à proximité immédiate d'un poste de police. Donc, l'endroit idéal pour la police pouvait surveiller contrôler tous ces marginaux. La grève est longue, dure au sens où la municipalité est très ambiguë, accepte des collectes sur la voie publique, mais par moments en interdit. Et c'est là que Durand apparaît publiquement, un article dans la presse
qui... c'est une lettre de Durand à la presse où il rectifie contre la désinformation de la presse locale. Donc là, par ce courrier, Jules Durand apparaît publiquement, en dehors du milieu du port. Bon, la grève est longue et dure. Les charbonniers, il faut le dire, sont peu soutenus, mais ils maintiennent. Alors, les armateurs ripostent avec les pratiques qui leur sont habituelles à l'époque et toujours maintenant, par les jaunes. Localement, on appelle ça des renards. Alors, les renards, c'est des charbonniers qui acceptent de travailler à des conditions très avantageuses et ils sont cantonnés dans les bateaux. C'est-à-dire ils font le boulot, mais ils ne doivent pas retourner chez eux, ils ne doivent pas aller sur les quais. Oui, ils ne se mélangent pas de toute façon. Et le 9 septembre, alors que la grève était en train de pourrir, mais les revendications étaient maintenues, une bagarre d'ivrognes. C'est-à-dire tous les protagonistes... Ça devait être fréquent quand même. C'était parfaitement fréquent. C'était fréquent, c'était multi-quotidien. Oui, non, mais quand on voit banal. les doses d'alcool, c'est évident voilà. que entre la fatigue, l'alcool, la dureté du travail... Voilà, donc là on peut très bien expliquer, comprendre, peut-être pas justifier, mais comprendre la nécessité de l'alcool pour supporter les conditions de travail. Et donc le 9 septembre, bagarre entre des charbonniers, tous plus ivres les uns que les autres. Et il se trouve qu'un des charbonniers, c'est un renard, Dongé, un contremaître jaune. Il se trouve étrangement que Dongé est armé. Ce qui n'était pas fréquent. Alors là, c'est une arme à feu, c'est pas un couteau ou un pic. Voilà, C'est quand même... un couteau, tout le monde avait. Bah oui, et puis même des pics couteau, pour lesquels c'est tout, ça c'est pas. Dongé, ce jaune, était armé, les autres ne l'étaient pas. Dongé se fait virer de tous les bistrots du coin tellement il est bourré, alors qu'il n'aurait pas dû quitter le bateau. Il se fait virer de tous les bistrots. Il rencontre d'autres charbonniers grévistes, bagarre. Le lendemain, le 10 septembre, Dongé meurt de ses blessures. Tabassé. Immédiatement, la presse savraise se déchaîne sur le syndicat du crime, etc. Le 11 septembre, Jules Durand et les frères Boyer, qui étaient trésoriers, qui étaient les deux frères Boyer et Jules Durand étaient les trois responsables du syndicat des charbonniers. Jules Durand étant le principal responsable, puisque secrétaire du syndicat. Ils sont arrêtés et poursuivis de complicité morale, c'est-à-dire qu'on attribue, la justice attribue une responsabilité morale à Durand. Durand serait responsable de la mort de Dongé. Oui, c'est ça. Là, c'est même pas une responsabilité de fait, mais c'est une responsabilité d'idée. Une responsabilité d'idée. L'histoire, qui s'est avérée parfaitement, complètement montée par la Compagnie Générale Transatlantique, c'est que dans une réunion de grévistes, Jules Durand, une réunion, 500 personnes, dans la salle on peut imaginer le nombre d'indicateurs, le nombre de représentants du syndicat jaune, puisqu'il y avait un syndicat jaune. Et Dongé était membre du syndicat jaune. C'est-à-dire qu'on peut supposer qu'il avait adhéré au syndicat des charbonniers pour informer son propre syndicat jaune. Donc Durand aurait lancé un appel au meurtre, disant « il faut le supprimer », qui a été interprété comme « il faut le tuer, l'assassiner ». Il aurait désigné le commando chargé de le tuer, tout ça en public. C'est-à-dire quelque chose de parfaitement invraisemblable. Mais cette invraisemblance, elle est l'objet d'une instruction exclusivement à charge, du juge d'instruction qui s'appelait Vernis. Faut citer son nom, d'autant plus qu'il sera décoré de la Légion d'honneur par la suite. Vernis
mène cette instruction à charge, non pas au palais de justice, mais dans les locaux de la Transat. C'est-à-dire la Compagnie Générale Transatlantique. Bon, moi, c'est clair. C'est parfaitement clair. C'est le responsable de l'agence locale, du CRO, qui convoque le juge dans ses bureaux, qui convoque les faux témoins, enfin qui dit aux témoins ce qu'il faut qu'ils disent. Donc c'est absolument invraisemblable. Mais ça passe bien quand même, ça de toute passe façon. bien. Cette instruction est menée en 6 semaines, ce qui est quand même particulièrement rapide. Et ils sont tous renvoyés en cour d'assises. Et le 25 novembre, verdict de la cour d'assises. Certains sont acquittés, les frères Boyer, tellement les charges étaient inexistantes. Mais surtout qu'ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Durand non plus n'était pas là. Il y a l'énoncé, alors ceux qui sont censés avoir cogné. Mathien, Couliandre, Lefrançois sont condamnés à des peines de bagne. Il ne faut pas les oublier parce que ce sont des gens, ce sont des figures de la misère sociale de l'époque. Même si on admet que Mathien et Couliandre ont frappé, il a été reconnu que Lefrançois n'avait pas frappé. Simplement, c'était, toujours dans un vocabulaire actuel, c'était un petit délinquant. Il avait tellement de condamnations à son... Voilà, c'était le coupable idéal. Eux sont condamnés à des peines de bagne. Les peines de bagne, c'est pas rien déjà. Hein. C'est pas rien. Mathien se suicidera à Saint-Martin-de-Ré avant de partir. Couliandre mourra au bagne. Lefrançois accomplira toute sa peine de bagne. Et vu son passé, il était condamné à la relégation à vie. Et il y aura une nouvelle campagne, moins importante que pour Jules Durand, mais quand même, il y aura une nouvelle campagne pour obtenir son retour en France. Il reviendra, enfin j'en reparlerai probablement tout à l'heure, enfin quand on parlera de la mort et des obsèques de Jules Durand. Et Jules Durand, condamné à mort. Alors là, c'est vraiment des grosses peines quand même. C'est une peine énorme, complètement inattendue. Et c'est là que l'affaire Durand, c'est là que l'affaire Dongé devient l'affaire Durand. C'est-à-dire, dans le contexte de l'époque, il y a une mort, Dongé. C'est l'affaire Dongé. C'est la victime. C'est dans la série des faits divers. Mais ça prend une telle disproportion avec cette condamnation à mort qu'à ce moment-là, à l'énoncé du verdict, l'affaire Dongé devient l'affaire Durand. Et c'est comme ça que l'on peut dire que c'est la plus grande erreur judiciaire. Enfin, erreur. Oui, qui est le résultat d'une machination. Et tout arrive à ce moment-là. Jusqu'au dernier moment, Jules Durand était confiant. Il était confiant au moment de l'arrestation. Il dit à ses parents, à sa compagne, je reviens pour déjeuner. Ensuite, il ne comprend pas très bien, mais il dit que la vérité... C'est une erreur, voilà, c'est ça. Voilà. Et puis, envoyé en assise. Alors là, ça devient sérieux, il est toujours confiant. La vérité ne peut qu'apparaître. Et il est condamné à mort. Donc là, il se passe plein de choses. Lui s'effondre. Alors, on sait par des témoignages... les journalistes, les co-accusés, alors qu'est-ce qui lui est arrivé? Catatonie, épilepsie, enfin, toute crise de nerfs, enfin, avec les mots de l'époque. En tout cas, il s'évanouit, il perd conscience. Les jurés se mettent à hurler. On ne le voulait pas. C'est pas ça qu'on voulait. Mais c'était qui ces jurés, justement là? Alors, les jurés... c'était pas un juré de bouilleur de cru se vengeant d'un buveur d'eau. Je dis ça parce que l'idée a longtemps traîné du fait de la pièce de Salacrou. Salacrou résume toute l'affaire en 2 heures. Donc il caricature pour les nécessités de la dramaturgie. Les jurés sont des bouilleurs de cru. Contre le buveur d'eau, c'est facile. En fait, les jurés, c'était des petits bourgeois, c'était des artisans.
On a dit qu'il n'y avait pas un seul ouvrier. On était tombé dans un autre excès. Il y avait un ouvrier tisseur d'Elbeuf. Mais bon, les jurés, c'était quasi évident que la majorité était opposée à Jules Durand. Oui, puis on leur avait fait des dossiers spécifiques aussi. Voilà. Mais on a su que la condamnation à mort a été votée à une très courte majorité. D'autant que les jurés n'ont pas condamné à mort. Ils avaient une liste de questions. Oui. On n'aura pas donné le mode d'emploi. Bon, est-ce qu'il y a préméditation, etc., etc. Enfin, des questions de cet ordre. Vous répondez par oui ou par non. Mais on ne leur a pas dit, si vous faites telle réponse, ça implique telle condamnation. On ne leur dit rien. Donc, on a su après coup que la majorité a répondu de telle manière que ça induisait la condamnation à mort. Mais on a su qu'une bonne minorité était pour l'acquittement. Et c'est d'ailleurs assez étonnant, parce qu'on passe de l'acquittement à la peine de mort. Il n'y a pas d'espèce d'intermédiaire médian ou quoi que ce soit, quoi. C'est du genre tout ou rien, quoi. Voilà. Et ce qui signifie bien que l'objectif, c'était de casser le syndicat, de casser la grève. Bon, ça s'est fait, évidemment. La grève, elle s'est terminée très vite après l'arrestation. Hein. Les responsables du syndicat sont en prison. Bon, la grève, là, c'est un échec, évidemment. Mais là, on est fin novembre. L'objectif, c'est de casser Durand, de le faire taire. Alors, de le faire taire, bon, les jurés, d'après ce qu'ils ont dit par la suite, c'était quelques années de prison, 14 ans de prison, quelques années de bagne. Mais à l'énoncé du verdict, ils se sont mis à hurler « c'est pas ça qu'on voulait ». Et ils écrivent une lettre, mais le président du tribunal, non, vous avez répondu, donc c'est telle condamnation. Donc c'est l'application de la loi. C'est l'application de la loi. Alors qu'en fait, il semble, enfin ce que disent des juristes, c'est que vu la situation, vu la réaction immédiate des jurés, le président aurait pu... on revient un petit peu en arrière. Oui, mais là, on est quand même dans un environnement dominé par les compagnies. Le local joue beaucoup, là. Absolument. Voilà. Et c'est pour ça que cet objectif de la Transat, casser la grève, casser le syndicat et casser Durand, puisque Durand, ce buvard d'eau qui il boit pas, enfin il picole pas, mais il parle, il revendique. Donc en ce sens, Jules Durand, dès qu'il est apparu sur la place publique au Havre, sur le port, c'était celui que les armateurs voulaient supprimer. Et de ce point de vue-là, ils ont réussi. Oui, c'était faire un symbole de toute façon. Voilà. C'est-à-dire, mais bon, ça c'est l'effet boomerang qui s'est retourné un peu complètement, ou en grande partie, contre les armateurs. C'est-à-dire, ils ont été trop loin, ça leur a échappé, et ils ont réussi à faire taire Jules Durand, puisque, on va développer. Jules Durand finira dans un autre monde, dans la folie, ce mot très, très ambigu, très, très utilisé à l'époque. Donc de toute façon, Durand est hors circuit. Mais on sait quand même que il a quand même eu des moments de liberté entre la prison et l'hospitalisation. Et même pendant l'hospitalisation, il a eu des moments de lucidité. Et jamais, absolument jamais, il n'a renié ses positions. Et donc, là, il était condamné jusqu'à la fin. Donc ce soir-là, crise de folie, condamné à mort. Ce soir-là, Durand à la camisole de force, puisqu'il est fou. Il est condamné à mort. Les chaînes aux mains, aux pieds. Et la cagoule des condamnés à mort, faut pas qu'on voit son visage, faut pas que lui voit les autres. Il n'y a pas d'échange. Il va être à ce régime pendant 4 à 6 semaines. Bon, les sources varient un peu, mais peu importe. Même 4 semaines, camisole de force, enchaînée, il y a de quoi quand même basculer. Et ce soir-là, éclate l'affaire Durand, donc.
Et ce soir-là, le comité de rédaction de Vérité, c'était le journal de l'Union des syndicats, était en réunion à la Bourse du Travail au Havre à attendre le verdict. Et ce soir-là, réaction des syndicats, édition spéciale du journal, c'était un vendredi soir, dès le dimanche, il y a des grèves, des manifestations, des meetings. Et ce soir-là, au comité de réaction, on dit c'est une nouvelle affaire Dreyfus. Et ça, c'est important de le dire, parce qu'une nouvelle affaire Dreyfus... Ça s'est fait tout de suite. Ah oui, le soir même au sein du comité de rédaction. Mais l'expression a été appelée à des fortunes souvent très, très malheureuses. Très vite, ça a dérivé. Le Dreyfus des ouvriers, le Dreyfus des pauvres. Et moi, je traduisais de plus en plus maintenant le Dreyfus pour les ouvriers, le Dreyfus pour les pauvres. C'est-à-dire que cette comparaison, qu'on compare les affaires, qu'on compare la machination, c'est une chose. Mais comparer Durand à l'échelle de Dreyfus, c'est une ambiguïté qui devient oui, parce que là, il y a... Alors, faut voir, Dreyfus, c'est à peu près 15 ans avant. Et comme ça avait beaucoup marqué, c'est pas étonnant qu'en tant que notion de soi-disant erreur judiciaire, manipulation judiciaire, ça c'est possible. Mais sur les individus, leur activité, Durand, c'était un militant. Durand, c'était un militant. Durand, c'était un donc il y avait quand même un but profond derrière. Absolument. C'est pour ça que moi aussi, quand j'ai lu, mais ça fait un bout de temps déjà, je trouve que le parallèle est assez difficile, en vérité. Et, alors, mis à part si on dit manipulation judiciaire, mais c'est pas du tout les mêmes personnages, c'est pas les mêmes origines. Il y a la bourgeoisie, c'est militaire d'un coup. J'arrive pas du tout à comprendre pourquoi justement on fait cette espèce de parallèle. Bon, c'est le parallèle spontané. Bon, donc, du comité de rédaction, une nouvelle affaire Dreyfus, c'est-à-dire une nouvelle machination qui aboutit à une condamnation unique. Ça, c'est une chose, et d'accord, et encore plus d'accord dans le contexte de l'époque. D'autant plus que Durand était membre de la Ligue des droits de l'homme, qui s'est créée pour Dreyfus. Enfin, en gros, si on simplifie. Donc, nouvelle affaire Dreyfus, nouvelle affaire, d'accord. Et l'expression était couramment employée à l'époque. Cette même année 1910, il y a eu trois nouvelles affaires Dreyfus. Durand, Liabeuf, je crois que pour Ferrer aussi, l'expression avait été employée. Donc c'était un peu une image, une comparaison commune à l'époque. Mais ceci étant dit, quand cette expression, quand cette comparaison devient une espèce d'unité de mesure, Durand en fonction de Dreyfus, c'est pour ça que je disais ironiquement, mais c'est pas drôle, c'est triste, Durand, le Dreyfus pour les pauvres, pour les ouvriers. Là, mais c'est un débat qui a toujours cours actuellement. Et c'est un débat actuel qui s'est posé publiquement dans un meeting à peu près 15 jours après la condamnation. Puisqu'il y a eu des meetings syndicaux tout de suite, immédiatement, enfin dès le dimanche, le surlendemain de la condamnation. Et très vite, donc, impulsé par l'Union des syndicats, c'est-à-dire la CGT. Très vite se constitue un comité de soutien, disons, d'initiative socialiste, avec participation des syndicats et de la Ligue des droits de l'homme. Enfin, quand je dis des syndicats, c'est les syndicats de l'Union locale, c'est-à-dire la CGT. Et 15 jours à peu près après le verdict, un meeting commun. Les syndicats, le comité de défense, la Ligue des droits de l'homme. La position de la Ligue des droits de l'homme, c'est de dire c'est une erreur judiciaire, rien, on ne dit pas autre chose. Et les autres disent non, c'est une manipulation, c'est un crime social, c'est un crime judiciaire. D'où, par parenthèse, le titre et le sous-titre du livre, Jules Durand, évidemment, un crime social et judiciaire. Là, je n'ai fait que reprendre les expressions usuelles dans la presse qui soutenaient Durand et sur ses
cartes postales des comités de soutien envoyées à la présidence de la République, où on avait les deux slogans, un crime social, un crime judiciaire. Donc à ce meeting unitaire, il y a cette position, erreur judiciaire, et les autres, majoritaires, qui disent non. Faut pas, erreur judiciaire, c'est que la surface des choses. C'est pas une erreur judiciaire. Enfin, l'erreur judiciaire, c'est le résultat d'une manipulation, c'est-à-dire c'est le crime judiciaire au service du crime social. On voulait casser le syndicat et son porte-parole. Je te propose qu'on se mette un petit point de musique. Volontiers. Alors, toujours autour de Jules Durand, un crime social et judiciaire chez l'Harmattan. Pour nous joindre, le 01 43 71 89 40. Radio Libertaire 89.4. La radio de la Fédération anarchiste, c'est la philanthropie de l'ouvrier charpentier. Donc, toujours autour de Jules Durand, un crime social et judiciaire, édition l'Harmattan, avec Jean-Pierre Castelin. Donc, on avance dans le temps. Mais alors, quand je dis on avance dans le temps, on s'aperçoit que le temps est très court quand même. Ça n'a pas traîné. Je veux dire, c'est risque, condamnation, ça va très vite, condamnation lourde. Je veux dire, ça va vraiment très vite. Et là, il est condamné. Il va sombrer assez rapidement dans ce qu'on appelle la folie. Bon, ça va être quand même assez rapide. De toute façon, il est cassé. C'est clair et net. Il est cassé. Il vivra encore quelques temps en prison, en HP, puis il y mourra pratiquement. Alors, qu'est-ce qui se fait par contre pour essayer de reconnaître que c'est faux, quoi. C'est complètement manipulé. Je veux dire, il se passe quand même quelque chose. Il se passe beaucoup de choses. Alors, d'abord, cette question du temps, pour moi, elle est très, très importante. Enfin, tu le dis, quand on voit Jules Durand, quelqu'un qui apparaît dans une lettre publiée dans la presse en juillet. 4 mois plus tard, il est condamné à mort. C'est-à-dire une trajectoire absolument foudroyante, oui. Il est foudroyé en très peu de temps. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut difficilement imaginer. Et on peut difficilement comprendre toutes les répercussions que ça a pu avoir sur lui, sur son état. Mais il a été très, très soutenu. Donc là, je reviens directement à ta question. C'est-à-dire, dès l'arrestation, il y a eu des quantités de témoignages disant que cette histoire, Durand qui fait voter la mort de Danger devant plusieurs centaines de personnes, enfin, c'est du délire, ça. C'est du délire. Surtout que lui était plutôt très institutionnel au niveau du conflit. C'était pas la baston à la sortie des manifs. Absolument pas. Et c'était quelqu'un qui était, pour autant qu'on puisse savoir, c'était quelqu'un qui était doux, calme, je dirais pas non violent, parce que bon, quand on est syndicaliste ou révolutionnaire, il faut être parfois virulent. Mais non, c'était pas lui il n'était pas du genre à inciter à monter sur les barricades d'emblée. Il était pour la discussion. Donc les syndicats ont témoigné, les syndicalistes. Ce qui est étonnant, c'est que le commissaire Henry, alors on n'est pas là on est un peu dans l'inverse du cas de figure habituel, caricaturalement inverse. Là, le commissaire de police témoigne pour Jules Durand dans ses rapports aux assises, mais on va le faire taire. Le commissaire de police dit « Je suis bien placé, j'ai des informateurs partout. S'il avait fait voter la mort, j'aurais été le premier informé. » Même le Vilquet, le responsable du syndicat jaune, même lui va témoigner en faveur de Durand. Même argument que le commissaire. J'ai des informateurs partout, si Durand avait fait ça, quoi que ce soit, je l'aurais su. Il y a la contre-enquête des syndicalistes. Il y a le fameux mémorandum de Jérôme qui publie dans la presse en décembre, alors après le verdict, un long mémorandum qui a été publié en brochure, enfin bon. Donc il y a toute cette campagne, cette contre-enquête. Il y a un député, Paul Meunier, député de l'Aude, qui va mener une contre-enquête
parlementaire. Il y a l'appel en cassation qui est rejeté en décembre, mais qui est accepté. L'appel est déposé en février, peu de temps avant sa libération. Sa libération, c'est-à-dire qu'il sort de prison. Oui. C'est-à-dire que dès la condamnation, l'affaire Durand explose sur la place publique, et sur la place publique, havraise, locale, nationale. Il y a des centaines de meetings dans toute la France, mais aussi des grèves dans les ports du monde entier, en Angleterre, aux États-Unis, en Australie. C'est-à-dire un mouvement de solidarité énorme. Alors, toutes ces tractations judiciaires de l'avocat, que l'on n'a pas encore nommé, on peut le nommer, même. Bref, l'avocat, c'est René Coty, Oui. qui sera connu par la suite comme président de la République. René Coty. On ne pense pas que ça soit un grand révolutionnaire. René Coty, jeune avocat qui, de profession, il est avocat conseil d'un groupement d'armateurs. Oui. Vrai. Pour moi, c'est une des énigmes. Comment a-t-il été nommé avocat de Durand ? En fait, ce que l'on sait, sans qu'on connaisse les détails, c'est que l'Union des syndicats a proposé un avocat, la municipalité en proposait un autre qui était Coty. Et c'est Coty qui a été plus ou moins imposé. Alors, on ne va pas parler de lui puisqu'on parle de Durand. Mais à mon avis, je ne suis pas le seul à le penser, d'autres pensent différemment de moi, mais Coty a vraiment fait un service minimum dans la défense de Durand. Donc, tous ces mouvements, ces contre-enquêtes, ces grèves, ces manifestations aboutissent à une mesure bâtarde que Fallières, le président de la République, 31 décembre 1910, il était pressé, son réveillon l'attendait, peut-on imaginer, signe la peine de mort et commuée en 7 ans de prison. Ce qui est complètement stupide. Comment un innocent mériterait 7 ans de prison ? Oui, mais c'est même assez étonnant parce que il y a une différenciation de la peine. Parce que on peine de mort en perpétuité ou des choses dans non. Là, on casse la peine. Donc, c'est vrai qu'il faut aller jusqu'au bout, quoi. Il faut aller jusqu'au bout, ce qui n'est pas fait. Donc, immédiatement, la campagne repart, amplifiée, Meunier. Et on est en quelle année, là Là, on arrive au 1er janvier 1911. Ce qui fait encore un temps très restreint. Absolument. C'est-à-dire juillet, janvier. Voilà. Mais là, et dans ce temps très restreint, ça veut dire que du 25 novembre au 31 décembre, Durand a été au régime des condamnés à mort. À partir du 31 décembre, il est toujours en prison, mais il n'a plus que la camisole de force. C'est quand même très horrible. Donc, débat au Parlement, toujours l'instigation de Meunier, le comité de défense relance. Ce qui fait que le 15 février, Jules Durand est libéré. En attendant résultat du pourvoi en cassation. Il est libéré, il va passer 6 semaines en liberté. Il est accueilli triomphalement au Havre, mais il était un peu parti dans un autre monde. Enfin, c'est difficile de parler comme ça. Si j'emploie le vocabulaire de l'époque, je dirais qu'il est devenu fou. Mais le terme est tellement péjoratif maintenant pour nous que... En tout cas, il est parti hors des réalités. Il est parti hors des réalités. Sa fille naît. Il ne la reconnaît pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas conscience de dire... il comprend pas que c'est lui le père. Donc sa fille n'est pas reconnue.
De toute façon, il ne pouvait pas la reconnaître, puisqu'il n'était pas divorcé. Pour la législation de l'époque, l'enfant adultérin n'est pas reconnu. Donc là, je signale au passage que cette douleur, cette souffrance, c'est perpétué, c'est transmise dans la famille. Son père est mort dans la misère en 1913, sa mère en 1936, mais aussi dans la misère. Donc, pendant ces 6 semaines de liberté, entre le domicile de ses parents, là où il a été arrêté, et le domicile de sa compagne, Julia, et un jour, chez ses parents, qui est de Saône, il se met à acheter les meubles par la fenêtre, il défie le Christ, enfin bref, je passe les détails, et son père est obligé de le faire interner. Et il est interné dans le pavillon des agités à l'hôpital du Havre, le 30 mars. Le 5 avril, il est transféré dans la ville départementale, près de Rouen. Et c'est là qu'il y a cette coïncidence atroce. Le 5 avril, il passe du pavillon des agités à l'asile d'aliénés, et c'est ce 5 avril que Mathien se suicide à Saint-Martin-de-Ré pour ne pas partir au bagne. Bon, je passe les étapes, on pourrait en parler pendant des heures. La campagne aboutit à une situation tragique, c'est-à-dire le renvoi en cour d'assises, un nouveau procès, ce qui est une victoire d'une certaine manière. Mais on ne peut pas juger un aliéné, puisque désormais, Jules Durand est fou. Il a l'étiquette. Donc, il ne peut pas être rejugé. Donc, il est dans cette situation où tout le monde sait qu'il est innocent, on le sait de manière tout à fait officielle, mais pas au point de reconnaître par un acte administratif qu'il est innocent. Donc, il faudra une loi spéciale en 1917, c'est-à-dire que la France, l'univers avait d'autres préoccupations en 1917, et grâce à cette loi spéciale, il est réhabilité officiellement, juridiquement, en 1918. Mais là, il est dans cet autre monde. Mais il y restera jusqu'en 26, je crois. Et il décède le 20 février 1926. Alors, son décès, son enterrement a eu à l'échelle locale presque figure de deuil national. C'est là que l'on retrouve le François. Le François qui, grâce à une campagne pour lui, est revenu en France et au Havre depuis relativement récemment. Bon, dans la presse, on trouve des descriptions des obsèques. Le corps arrive de Rouen au Havre dans la nuit. Le cortège prend le cercueil à la gare du Havre et monte en cortège, en passant dans la maison du peuple, la Bourse du Travail, jusqu'au cimetière. Et toutes les descriptions disent ce cortège qui ne cesse de grossir. Bon, il était plusieurs milliers, et silencieux, le silence total, et en tête, Charles Lefrançois, avec le drapeau du syndicat. Alors, pourquoi cette affaire a été oubliée ? Parce que, franchement, il n'y a pas grand-chose dessus. Je veux dire, à l'affaire Dreyfus, il n'y a pas de souci, hein, on entend vraiment beaucoup. L'affaire Durand, elle est... Pourtant, elle a quand même une ampleur assez importante, c'est pas ridicule, quoi. Comment ça se fait que... Voilà, c'est les trous de l'histoire, ça. Et c'est un trou qui dit bien pourquoi Durand et Dreyfus, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que je pense que... Enfin, il y a plusieurs facteurs qui convergent. Bon, localement, ce que j'ai dit tout à l'heure, cette espèce d'impensé dans une mémoire havraise. La prestigieuse Transat, puisque c'est la fortune du Havre, c'est le slogan du Havre. C'est l'image. C'est l'image des transatlantiques, le Normandie, le Liberté, jusqu'aux France. Donc, que cette Transat était
capable d'une entreprise meurtrière. Par parenthèse, j'ai fait allusion, par la suite, pas pour ça évidemment, mais pour d'autres raisons. Vernis a été décoré de la Légion d'honneur, et Ducrot, le responsable de la Transat, le responsable de l'agence locale de la Transat, lui aussi a eu la Légion d'honneur. Il faut dire aussi qu'à partir du moment où Jules Durand était réhabilité, tous les faux témoins, et là c'est officiel, c'était des faux témoins. Personne n'a été poursuivi. C'est-à-dire que malgré tout, la justice n'a pas été jusqu'au bout. Si Durand était innocent, la justice aurait dû poursuivre les faux témoins. Depuis les charbonniers à qui on avait payé le resto, jusqu'à Ducrot. Rien. Donc il y a des raisons locales, mais il y a des raisons plus fondamentales. C'est l'ambiguïté de ce personnage. Comment placer Jules Durand, dont on ne sait rien et dont finalement beaucoup préfèrent ne pas savoir. On préfère garder l'image de l'icône. C'est dommage. Je pense que ce qu'on peut savoir de Durand, plus j'en découvre, plus c'est riche, plus c'est passionnant. Et puis, une raison plus fondamentale, c'est cette voie autonome pour la dignité ouvrière. C'est-à-dire que là, on a affaire, il me semble, à la mise à l'écart, le rejet d'une voix ouvrière, d'une parole ouvrière, et qui est insupportable. Oui, mais qu'il est encore maintenant, puisque actuellement, on n'en parle pas beaucoup quand même. Hein. Je veux dire, quand je dis actuellement, dans les 30, 40 ou dernières années, on n'entend pas parler, quoi. Absolument, et c'est pour ça que nous, que ce soit les amis de Jules Durand, ou ce que je peux faire avec John Barman, ou avec le syndicat des dockers, c'est-à-dire qu'on est plusieurs, avec nos différences évidentes, mais on est plusieurs à s'être lancés dans cette entreprise de faire connaître et donc faire reconnaître Jules Durand. Il y a quand même eu le côté, parce qu'il y a un chapitre assez intéressant sur la relation au roman, la relation au théâtre ou des choses. Voilà. Il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé, plutôt du côté romancé qu'historique, mais il y a quand même de la matière qui sort. Oui, absolument. Donc, dans l'ordre chronologique, la pièce de Salacrou, d'Armand Salacrou, Boulevard Durand, qui a fait énormément pour mettre Durand sur la place publique, puisque Salacrou, auteur bien connu, etc. Donc ça a été bénéfique, tout en introduisant des idées fausses. C'est-à-dire que ça faisait un peu écran sur une éventuelle vérité historique. Le syndicat de Bouilleurs, le jury de Bouilleurs de Cru, ça c'est une idée de Salacrou et de personne d'autre. Ensuite, pour aller très vite, il y a eu Alain Scoff qui a écrit Un nommé Durand, ce qui est un livre excellent. Excellent parce que c'est le premier livre à s'être appuyé véritablement. Mais c'est pas si vieux que ça, c'est quoi, 85 ou quelque chose comme ça. 84-85. Voilà. Alors, Alain Scoff a fait beaucoup. Ça a utilisé son nom, c'est déjà... Voilà. Il a fait beaucoup, mais il était scénariste. C'est-à-dire que quand les archives ne lui disaient pas, c'était la fiction qui prenait le début. C'est très classique, mais c'est pour ça qu'un certain nombre de choses, de séquences qui relèvent de la fiction ont été et sont toujours souvent considérées comme la vérité. Voilà. Ensuite, la dernière production littéraire, c'est de Philippe Huette, Quai de la colère, qui est un roman sur les charbonniers et sur Jules Durand. C'est pour ça que ce que l'on a fait là, avec ce premier colloque et cette première publication, c'est un premier travail d'ensemble, multidisciplinaire, d'approche croisée, pour essayer d'approfondir, de comprendre Durand et les charbonniers. Et j'insiste sur les charbonniers, parce que bien sûr qu'il faut parler de Durand,
Mais Durand, il était secrétaire du syndicat des charbonniers. Et les charbonniers, faut pas les maintenir enfouis. Et pour faire simplement une icône. Voilà. Ok. Bon, on va s'arrêter là. Juste pour dire que donc c'est un livre qui est chez l'Harmattan, et juste pour dire aussi qu'il existe un site qui est assez extraordinaire, voilà. qui est très très riche. Mais vraiment, il y a par exemple toute une collection d'articles de différentes époques autour de l'affaire Jules Durand et qui est vraiment bien fait. Absolument. Sur le site, on publie quantité de documents d'archives. Le site, l'adresse du site, c'est on ne peut plus facile à retenir. Bon, les 3 W évidemment. JulesDurand.fr, ça ne peut pas être plus simple. Oui, ça peut pas être plus simple. On peut le trouver où, le livre ? Dans toutes les bonnes librairies, selon l'expression consacrée. Localement, puisque nous sommes à Paris, Publico et Quilombo semblent très intéressés. Peut-être qu'il est déjà Publico, je ne sais pas. Et puis, bon, l'Harmattan, c'est n'importe quel éditeur, n'importe quel libraire, doit pouvoir le commander et l'obtenir dans les 24 heures. Ok. Écoute, je te remercie bien d'être venu. Merci. Puis à une prochaine. À bientôt.